Alors, rebonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du CX Summit. Cette fois, on va parler du parcours client et comment traquer et traiter l'insatisfaction cachée. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Alors, commençons par Marie. Je te laisse te présenter. Oui, donc Marie Ménochet, je suis ingénieure avant-vente dans l'équipe commerciale d'Eloquent. Et j'étais chef de projet au début où je suis arrivée chez Eloquent. Et maintenant, donc, j'accompagne les commerciaux à répondre aux appels d'offres et besoins des clients. Merci Marie. Alors, à ma droite, donc Christophe. Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric. Donc Christophe Bouguereau, dirigeant de la société Maison du Client, et à ce titre, nous accompagnons le MIN, le marché d'intérêt national de Nantes, qui va témoigner avec nous aujourd'hui. Alors, c'est quoi la maison des clients? Parce que nous, on te connaît, parce que tu utilises nos solutions pour faire les enquêtes auprès de tes clients. Et c'est quoi la maison des clients? Alors, la maison du client, c'est une structure qui est dédiée à la prise de décision éclairée. C'est-à-dire que historiquement, notre métier, c'est d'organiser la collecte d'informations, donc de comprendre via des questionnaires les attentes des clients et sur la base de des réponses, d'analyser et d'exploiter ces réponses pour aider à la décision, permettre de développer des axes, par exemple, pour traiter les insatisfactions qui pourraient être cachées ou pas cachées. D'accord. Alors, à distance, on a donc Frédéric et Amaury. Donc, Frédéric et Amaury, je vous laisse vous présenter et surtout nous présenter le MIN de Nantes, le marché d'intérêt national de Nantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de gens connaissent Rungis, mais vous allez nous présenter le MIN de Nantes. Oui, bonjour, donc Amaury Anoto, je suis le directeur général de la CEMIN gestionnaire du MIN de Nantes. Je vais laisser Frédéric se présenter rapidement aussi. Oui, donc je travaille aussi à la CEMIN avec Amaury sur la partie en fait responsable sur le marketing et le développement. Et donc le MIN de Nantes, le marché d'intérêt national de Nantes Métropole, c'est un marché qui regroupe tous les grossistes, donc c'est le petit frère de Rungis qui est très connu. Le MIN de Nantes, c'est à peu près 140 locataires, on a environ 4500 passages de véhicules par an sur le MIN, 200 000 tonnes de produits type fruits et légumes, fleurs, viande, poissons, qui sortent du MIN tous les ans, et un peu plus de 4500 acheteurs qui viennent régulièrement sur le MIN. Ça, c'est pour une présentation très rapide. La particularité du MIN de Nantes, c'est que le MIN est tout neuf, puisqu'on a déménagé en 2019, après un MIN qui a vécu pendant plus de 60 ans au cœur de Nantes. Et tout l'objectif, c'était de déplacer le MIN à l'extérieur sur demande de Nantes Métropole pour pouvoir mettre en place le CHU à la place et d'accompagner tous nos locataires et tous les acheteurs dans cette transition. Donc moi, je suis arrivé sur le MIN 5 mois avant le déménagement avec pour mission déménager à peu près 1200 salariés et toutes les entreprises. Et donc, c'est le point de départ du process d'écoute client, c'était un petit peu ça. Ça a été vraiment d'accompagner. Il y a eu un très gros travail en fait d'accompagnement avant déménagement avec tous les locataires pour vraiment les emmener sur le nouveau site. Et ça a été de faire la suite, parce que c'est bien de réussir à convaincre tout le monde d'aller sur un nouveau site, mais il y a aussi le démarrage du nouveau site et l'activité qui s'ensuit derrière. Sachant que ce n'est pas obligatoirement une activité très simple, puisqu'il démarre tous les matins à 4h30 du matin pour pouvoir vendre des fruits et légumes. On a une partie d'activité qui démarre à 6h également. C'est une activité vraiment B2B où c'est de la négociation permanente tous les matins. Si on vient sur le MIN, il n'y a aucun prix d'affiché. Tout se négocie en permanence. On est dans des chambres froides en permanence. Donc, il fallait un vrai accompagnement de toutes ces personnes-là pour que le client final, nous, vous, qui mangeons dans un restaurant ou qui achetons dans les magasins, puissions avoir tous les produits en temps et en heure. Alors, justement, vous avez quand même une proximité importante parce que les gens viennent chez vous, enfin, dans le MIN. Comment ça se fait que vous avez décidé de mettre en place un dispositif d'écoute et quel était l'intérêt? L'intérêt, c'était de vraiment bien comprendre. Alors, faut remettre dans le contexte. Hein, la première enquête qu'on a lancée, on l'a lancée en 2021. On était juste après la grosse phase Covid, où tous les restaurants ont été fermés. Donc, il y a eu un impact sur l'activité du MIN pour ceux qui travaillent avec les restaurants, mais un impact aussi très positif pour toute l'activité des fruits et légumes et des commerçants de marché qui ont très, très bien fonctionné. Et donc, c'était de bien prendre le pouls de cette activité
Suite aussi au déménagement, ça faisait à peu près 2 ans qu'on avait déménagé, donc bien comprendre, au bout de 2 ans, tout le monde commence à se mettre en place. Est-ce que finalement l'outil qui a été pensé, dessiné, mis en place, c'est le bon outil, il a été bien constitué. Donc c'était vraiment de voir cette partie-là côté locataire, donc mes clients directs, et également de voir par rapport aux clients de mes clients, donc aux acheteurs, est-ce que ils arrivent à accéder facilement sur le site, voilà, est-ce que ce déménagement-là, quel impact ça avait sur leur activité? C'était vraiment ce travail-là qui était important pour nous. D'accord. Alors pour ce faire, vous avez fait appel à la maison du client. Quelle était la raison Alors ça, c'est plutôt de l'historique par rapport à mon ancien métier où je travaillais dans les centres commerciaux, où on avait l'habitude de passer par un tiers sur ces enquêtes-là. Et donc, on a cherché dans les environs quels étaient les tiers qui étaient intéressants et qui avaient un lien avec notre activité. Puisque l'objectif aussi, c'est que les personnes qui vont faire les enquêtes aient une sensibilité par rapport au métier. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la maison du client. Ouais, c'est vrai que vous disiez aussi que pas d'écoute client, c'est pas de business dans le futur. C'est important d'écouter maintenant et d'anticiper les évolutions, en plus avec les évolutions énergétiques, économiques, etc. C'est-à-dire, voilà, je prends de la perspective et je fais de l'écoute, hein, c'est ça? Il faut absolument les écouter. Il ne faut pas qu'on se retrouve hors sol, en fait, à être juste gestionnaire de bâtiments, mais vraiment comprendre le marché de nos locataires pour pouvoir l'adapter en permanence et faire en sorte qu'ils puissent développer leur business. Moi, mon travail, c'est vraiment de les accompagner dans leur développement. Pour pouvoir faire ça, si on ne les écoute pas, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vraiment de les voir, d'échanger avec eux, d'échanger aussi par un tiers, ce qui fait qu'il n'y a pas la relation qu'on a obligatoirement de bailleur-locataire. Ça permet aussi d'avoir une libération de la parole en passant par un tiers et d'aller aussi chercher tous les acheteurs qui viennent sur le mine, certains qui viennent sur le mine et d'autres qui ne viennent pas d'ailleurs, puisqu'on a eu une transformation de l'activité en une quinzaine d'années où on avait à peu près 70% du marché qui se faisait physiquement sur place et 30% en livraison. Et avec le déménagement du mine, le Covid et le contexte général, on se retrouve aujourd'hui à être exactement à l'opposé. 70% en livraison et 30% sur place. Et c'est de comprendre pourquoi ces tendances sont arrivées et comment s'adapter par rapport au marché. Alors, vous nous avez dit que la méthodologie pour mettre en place ce dispositif d'écoute qui était mis en place en 2021 a commencé par la sélection du prestataire, hein, maison du client. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait et qu'est-ce que vous avez, comment ça s'est passé un petit peu cette mise en place, le T0 en 2021? Oui, c'était en fait justement par rapport à ça, comme disait Amaury, il fallait être accompagné par un vrai professionnel. Donc ça, on l'a expliqué, c'était pour nous incontournable, sachant qu'on avait tellement de sujets dans le cadre du déménagement, parce qu'il fallait gérer à la fois la partie déménagement, donc installation, continuité d'activité, et après toute la partie animation, rassurer, faire des événements, etc. Donc sur cette partie-là, de toute façon, aujourd'hui, on ne change pas de notre avis là-dessus, c'est que il faut le structurer et il fallait partir d'un point de départ. Et donc là, il y avait un gros travail à faire, pour partir d'un constat. Donc, comme je redis aussi par rapport à Amaury, c'est que la logique de nous, dans le cadre d'une logique un peu de bailleur, même si c'est des conventions d'occupation de l'espace public, on est un intermédiaire, donc eux, on est facilitateur. Donc, c'était toujours les accompagner au mieux pour qu'ils fassent plus de business, du meilleur business avec leurs clients. Donc, par rapport à ça, au niveau de la méthodo, on avait en fait l'idée, c'était de trouver la société, donc voilà, avec donc la maison du client, avec le vrai métier et d'avoir la vraie méthodologie, comme j'expliquais, pour se faire accompagner. Donc, nous, on avait tous les contacts, donc on avait toute la matière première, mais avoir un professionnel qui allait nous accompagner par rapport à cette base et l'interroger et pour récupérer les informations pertinentes. Donc, là-dessus, la maison du client nous a apporté en fait vraiment les interviews sur le pourquoi, les données remontées, les préparations de questionnaires, les meilleures approches avec les différentes typologies de clients, donc, parce qu'on a différents types d'activités par rapport à nos clients premiers, et les clients de nos clients, il y a encore plus de typologies. Donc ça a été un gros travail au départ sur la base.
Et on a rajouté aussi une logique de base de données externe, parce que ce qui était intéressant, c'est de savoir pourquoi les clients, c'était une chose, les clients de nos clients, c'était une autre chose, avec tous les secteurs d'activité. Et derrière, c'était de savoir le client de nos clients, pourquoi ceux qui ne venaient pas. Donc, essayer d'interroger aussi cette partie-là, qui n'était pas simple, parce qu'on avait, donc il a fallu rajouter des bases de données, etc., les traiter, donc avec la maison du client. Donc, c'était un gros travail et une segmentation à faire. Et donc, en fait, ce qu'on a fait sur cette première année, qu'on appelle le T0, entre guillemets, ouais, en 2021, c'est de faire, en fait, donc toute cette étude-là, et de faire un baromètre, en fait, sur 2 temps sur l'année, début d'année et fin d'année. Donc, on a déménagé en 2019, hein, donc on l'a fait en 2021, début 2021, donc un temps était passé quand même, mais de toute façon, c'était trop tôt avant. Pour rentrer là-dedans, ils n'étaient pas à l'écoute, ils n'étaient pas disponibles, à la fois nos clients, les clients de nos clients, donc c'était le bon moment. Mais par contre, on voulait faire quelque chose de rapproché pour voir tout de suite un effet, pour les embarquer un peu dans cette démarche-là, pour leur montrer aussi que c'était important, via un prestataire, de travailler sur ces sujets-là, parce qu'on n'a pas une clientèle non plus qui est très proche de ces sujets marketing. En fait, globalement, voilà, il faut aller les voir, comme disait Amaury aussi, discuter avec eux, ils vont dire ouais, on va faire ça, on va changer ça. Donc la logique méthodique, on va dire, et marketing, ils sont moins sensibles. Donc on a fait ces 2 points sur le T0. Et après, on est reparti depuis 2022-2023 sur une enquête en fait en fin d'année. Donc avant la partie de Noël qui est une saison importante pour nous, mais entre l'été et Noël, le moment le plus creux pour refaire et suivre en fait les indicateurs, les indicateurs. Et donc voilà par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on continue. En fait, on suit les indicateurs. L'idée, c'était d'avoir depuis T0, donc maintenant, on sera à la 4e enquête, en comptant les 2 de T0, c'est d'avoir un peu de recul pour pouvoir voir à la fois les points d'amélioration. On va en reparler aussi par rapport à ce qu'on a pu corriger par rapport à ça, mais aussi les taux de satisfaction pour voir comment ils évoluent. Il fallait un petit peu de recul, un peu de temps. Et comme on disait, il y a tellement eu de choses entre les crises énergétiques, Covid, plein de choses qui étaient macro, dont on n'avait pas beaucoup, mais qui ont pu impacter aussi les indicateurs. Donc, c'est pour ça que plus on aura de matière, plus on pourra voir les progressions et voir les impacts du côté macro et versus ce que nous, on peut corriger là-dessus. C'est ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a l'insatisfaction réelle et l'insatisfaction cachée. Et c'est vrai que lorsqu'on a préparé la réunion, il y avait des choses qui étaient de l'insatisfaction visible, et on pourrait parler tout à l'heure de tout ce qui est sol, affichage, etc. Et il y avait cette insatisfaction cachée qui était sur l'accueil et la forme. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous partager ces différents éléments, à la fois l'évidence, mais les choses qui sont moins évidentes, en fait, cette, on va dire, insatisfaction cachée que vous avez détectée, en particulier au niveau de l'accueil? Par rapport à l'accueil, en fait, le point qui avait été demandé par tous les locataires dans le cadre du déménagement, c'était le fait d'avoir un mine sécurisé, propre, une gestion des déchets parfaite. Mais un des gros points qui revenait, c'était vraiment la sécurisation du site. Le fait qu'il n'y ait pas de problématique de marchandises qui soient perdues ou volées, sur l'ancienne mine, on avait pas mal de camps qui étaient autour et qui venaient se servir sur le site. Donc, c'était vraiment sécuriser cette partie-là. On avait du vol de carburant sur l'ancien site également. Et donc, c'était une très, très grosse volonté, une très grosse demande des opérateurs de sécuriser le site. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai récolté cette première enquête. Et donc, le dispositif qu'on a mis en place était vraiment un dispositif de barrière et de contrôle en entrée pour être sûr et certain que les personnes qui rentrent ne montrent pas de blanche pour pouvoir travailler. Et très, très vite, en fait, il y a eu une insatisfaction qui est remontée. Pour une raison assez simple, c'est que pour la première fois, on demandait aux clients et aux locataires du mine de justifier le fait pourquoi ils venaient sur le mine, alors que sur l'ancien, on se pointait devant la barrière s'ouvrait en automatique et ils rentraient. Et c'était qu'à la sortie qu'on les contrôlait. Et en fait, cette partie-là, ça a été compliqué au démarrage de bien l'identifier, puisque nous, on est soumis au marché appel d'offres marché public. Donc, on a mis en place tout le système de sécurisation du site qui allait bien pour vraiment contrôler tous ces passages-là. Et j'avais du mal à bien comprendre pourquoi, en fait, ça ne passait pas, puisque j'avais répondu à leurs attentes. C'était les attentes qu'ils avaient au démarrage.
Or, ce n'était pas en fait le fond de leurs attentes, ce n'était pas ça. Le fond de leurs attentes, c'était bien leur business de démarrage et de faire en sorte que le client il soit content et qu'il puisse accéder facilement à la zone d'achat. Et donc, on a corrigé cette partie-là suite à la première enquête. On a corrigé vraiment cette partie-là où on a rajouté un service d'accueil en complément du service sécurité pour fluidifier les passages en barrière. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment vu une évolution du taux d'enquête. Alors, les chiffres à l'époque, on était passé de 5,7 à 6,7 de satisfaction, juste en ayant rajouté un accueil. Et au fur et à mesure, on s'est adapté de plus en plus par rapport aux demandes de nos locataires. Et d'ailleurs, cette insatisfaction était beaucoup plus marquée du côté de nos locataires que du côté de leurs clients. Leurs clients trouvaient ça normal qu'on arrive sur un site qui est sécurisé. Mais nos locataires, ça ne leur allait pas parce que leurs clients mettaient du temps à passer la barrière. Ça, c'est cette partie insatisfaction cachée. Ouais. C'est qu'en effet, nous, on a une clientèle qui est une clientèle d'habitude. C'est des activités qui sont historiques, qui sont reprises souvent de père en fils. Donc, et le déménagement, il n'y a pas eu d'autres déménagements, comme on disait. Donc, ces déménagements, c'est monstrueux pour ce type d'activité. C'est des gens qui sont très traditionnels, qui ont leurs habitudes. Donc, le fait de dire à un moment donné, on passe facilement et qu'à un moment donné, on passe plus, même si les acheteurs, voilà, ils comprenaient, etc., bon, mais c'est classique. C'est pour ça que ces enquêtes de satisfaction, c'est un vrai plus parce qu'ils vont toujours se plaindre sur des choses, sur des changements d'habitude, mais derrière, ils ont oublié, entre guillemets, qu'ils avaient demandé ça. Donc, voilà, ils voudraient le beurre, l'argent du beurre et tout. Donc, ce qu'on essaye de faire, mais pour bien comprendre ces enquêtes structurent, en fait, pour qu'on puisse creuser un peu les vraies raisons et sur quoi on peut agir, nous, pour améliorer les choses. C'est vrai que ça, c'était cette partie insatisfaction cachée qui a permis de révéler ça, mais il y a aussi l'insatisfaction réelle. Et là, c'était quelque chose que vous connaissiez, la partie un peu glissante du site, la partie signalisation. Ça vous a servi aussi à matérialiser ça et à prouver que vous étiez orienté client, hein, c'est ça? C'était un gros travail. Si on parle de la glissance sur la dalle, il faut rappeler que le bâtiment a été construit par Nantes Métropole directement. Et ils ont, eux, fait des enquêtes en amont du déménagement pour essayer d'avoir le bâtiment le plus efficace pour l'activité future. Sauf que malheureusement, la dalle qu'ils nous ont fait était une dalle qui glissait quand il pleuvait. Mais on n'avait pas, nous, les moyens d'intervenir financiers parce que ça coûtait une très grosse somme pour pouvoir corriger cette partie-là. Donc, on a fait un gros travail en tant que gestionnaire de remonter vers le propriétaire, de lui demander de corriger, sauf que ça a mis du temps derrière. Donc, même si on le voyait, on comprenait, on glissait nous aussi quand on faisait le tour du site sur le sol, ça a été relativement long pour pouvoir le mettre en place. Et ça a été tout un travail de gestion de l'insatisfaction là-dessus qui a été assez lourde pour réussir à les emmener. Et au fur et à mesure, finalement, les travaux, on a pu les lancer, on a pu les faire, on a pu les adapter et on l'a fait avec les locataires en leur montrant, en faisant des tests sur place, ce qui nous a permis de remonter la satisfaction et remonter tout bêtement la sécurisation du site là-dessus. De ne pas glisser quand on marche sur son site, ça paraît logique, mais encore faut-il y arriver à mettre le bon matériau sur place pour y arriver. Et c'est vrai, l'autre point, c'était la signalétique. C'était un peu plus évident, même si, avec du recul, l'ancien site, en fait, comme je disais, ils y étaient depuis toujours. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de signalétique, mais ils savaient se repérer, les clients aussi, etc. Donc, il n'y avait pas de logique. Donc, sur le nouveau site, il y a eu beaucoup de signalétique qui a été faite, mais beaucoup de signalétique routière. Et donc, c'était beaucoup plus propre pour circuler, pour s'orienter, etc. Et une signalétique, on va dire, directionnelle pour indiquer les différents espaces, les entreprises. Mais ça a été fait dans le cadre de l'architecture globale en fait, du site, donc avec une logique très sombre, etc., donc, qui posait des soucis. Et comme on était sur un nouveau site, comme je l'expliquais, changement d'habitude en gestion de changement très, très fort pour tout le monde. Et donc, ça a été quelque chose qui devait être corrigé, qu'on a confirmé par l'enquête, parce que c'était aussi comme de gros investissements. Et on a vu aussi qu'il y avait un intérêt d'améliorer, j'allais dire, faire une coloration du site, parce que de rendre un petit peu les choses plus gaies, parce qu'on avait une archi nouvelle, des nouveaux bâtiments, dont tout ce qui est beau, c'est sympa, c'est fonctionnel, c'est pratique, mais par contre, ça manque un petit peu de gaieté, voilà, d'animation. Donc, on en a profité pour animer en couleur là-dessus. Donc, ça a été clair et on a augmenté comme ça. Ça restait des notes, mais on a augmenté au fur et à mesure. Donc, on était passé de
de 4 sur 10 en 2022 à 6,5 en 2023. Donc, on a vu que les effets étaient directs. Donc, si je récapitule, c'est vrai que l'étude est importante pour prouver de manière rationnelle les problèmes, montrer qu'on écoute. Et c'est vrai que vous nous avez donné un autre exemple qui était celui de tout ce qui est l'accessibilité en transport. Quand vous faisiez des réunions en physique avec les personnes, certaines personnes qui étaient justement un petit peu forts, qui faisaient parler leur voix, qui disaient oui, il faut des transports, c'est mal adapté. Et l'étude montre que finalement, c'était qu'une minorité. Donc là, c'est faire des actions qui sont véritablement rentables pour la mine. Alors justement, Christophe, est-ce que tu peux nous montrer, à moins que vous... Oui. Juste par rapport à cet exemple-là, les transports en commun démarrent à 6 h du matin, eux, ils démarrent à 4h30 du matin. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de transport en commun à cette heure-là. Donc oui, ils râlaient par rapport à ça, mais oui, c'était une minorité parce que de toute façon, toute leur vie, ils ont toujours travaillé en arrivant en véhicule puisqu'il n'y a pas de transport en commun à cette heure-là. Alors justement, Christophe, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble ce genre d'études qui permet de détecter l'insatisfaction visible et cachée? Alors, je profite de ta question pour faire un petit pas de côté et montrer que au niveau du mine, on a une activité qui est très technique. Là, les mots qui ont été utilisés montrent que voilà, il y a des locataires de ce qu'on appelle des preneurs, c'est des personnes qui louent un espace pour pouvoir exposer leurs marchandises, et puis il y a des restaurateurs, il y a des marchands ambulants qui viennent chercher de quoi approvisionner leur propre magasin ou leur propre restaurant. Et quand on a entendu la problématique donc de la Sémine, ça nous a fait penser, ça m'a fait penser à la symétrie des attentions dont on parle beaucoup entre les enjeux de satisfaction des collaborateurs et l'enjeu des satisfactions clients. Et là, en fait, on avait quelque chose un peu d'équivalent, c'est-à-dire qu'il fallait mesurer la satisfaction des locataires par rapport à l'outil de travail que Nantes Métropole avait mis à leur disposition, et puis la satisfaction des personnes qui venaient s'approvisionner sur le mine. Donc on avait quelque chose de relativement complexe avec des enjeux qui étaient fournir à Amaury et à Frédéric des arguments vis-à-vis de Nantes Métropole, mais aussi de fournir des arguments aux locataires en disant que leur sujet était entendu et que ça allait être traité, mais qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas se faire plus vite que la musique. Et en parallèle, fournir à ces locataires des informations pour leur dire « Ok, vous exprimez certaines insatisfactions, les barrières hautes, mais regardez, vos clients, les acheteurs qui rentrent sur le mine, n'ont pas les mêmes griefs à faire. Au contraire, même, ils mettent en avant la qualité, la propreté du site, qui n'était pas du tout au rendez-vous de l'ancien mine, puisque, comme Amaury et Frédéric on l'a expliqué, l'ancien mine était devenu vétuste, avec des enjeux de sécurité qui étaient énormes. Donc la vraie problématique, c'était d'être en capacité de bien comprendre les enjeux des uns et des autres, pour administrer les enquêtes appropriées. Et c'est pour ça qu'effectivement, le T0 a été important, parce que c'était quasiment une étude qualitative pour comprendre un petit peu la matière qu'on allait devoir travailler. Et sur la base des résultats de cette première phase, on a pu construire un baromètre qu'on pilote, qu'on met à disposition donc de l'équipe de la Sémine. Et là, on va être effectivement sur le 4e temps pour voir un peu comment les choses évoluent. Donc là, dans les éléments qu'on peut mettre à votre disposition, rapidement, je vais surtout pas parcourir les 50 slides d'une analyse, mais ce que je veux partager avec vous, c'est qu'effectivement, au-delà des questions classiques de la satisfaction du NPS qui sont importantes, et là notamment c'est des indicateurs de satisfaction des acheteurs, de ceux qui y viennent, et ça c'était un élément très important à fournir à Amaury et Frédéric, c'est-à-dire montrer à leurs locataires, aux preneurs, que leurs clients, à eux, étaient satisfaits et que cette satisfaction progressait par rapport aux actions mises en œuvre. Mais ce qui est plus intéressant par rapport au sujet de cet après-midi, c'est de regarder un petit peu les aspects d'insatisfaction cachée, ou plutôt pas évidente. Et donc pour faire ça, on utilise des matrices. Donc là, je vous présente que la matrice importance satisfaction. On peut aller même plus loin avec les matrices Silvio-Liosa. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu
grâce à l'enquête qualitative, de regarder en fait l'ensemble ce qu'on appelle des items, comment ces items impactent la satisfaction globale. Et quand on analyse ces items, on s'aperçoit qu'il y en a qui ont un fort impact sur la satisfaction globale. Donc ce sont ceux qui vont être en haut de la matrice, ils ont une importance élevée. Et puis il y a des items qui ont moins d'impact et ils vont être en bas de la matrice. Et sur l'axe horizontal, c'est la note de satisfaction. Je rentre pas dans les détails, mais le fait de faire une analyse barométrique, ça permet de dire, tiens, par exemple, en 2022, on a beaucoup de points rouges, c'est-à-dire qu'ils sont importants dans la hiérarchie, avec des notes des notes de satisfaction inférieures à la moyenne, donc de l'insatisfaction. Et au regard des éléments qu'on a mis à disposition et du processus qu'on met en place auprès du MIN et auprès de nos clients d'une façon générale, c'est aider à la décision. Quand on présente non pas une note de satisfaction, mais une matrice de ce type-là, ça donne à Amaury et à Frédéric des arguments en disant, tiens, il y a ces 5 points-là qu'il faut qu'on traite. Et l'année suivante, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des points critiques ont été traités, qui ne sont plus dans des catégories rouges et qui ont évolué. Et ça, pour moi, c'est vraiment notre mission. C'est pas de livrer une bonne note de satisfaction à Amaury. Il la mettrait sur une étagère, il n'en ferait pas grand-chose. Par contre, venir lors d'ateliers de restitution en disant voilà, ce qui apparaît comme étant critique chez vos clients, c'est ça, 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 et bien Frédéric et Amaury sont en capacité de dire ok, on va prendre ce sujet, on va le traiter, on va le remonter notamment à Nantes Métropole, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas que Amaury n'a même pas les ressources pour le faire, il n'a pas la main. Ce qu'il faut, c'est convaincre Nantes Métropole je ne sais pas combien a coûté le changement de la dalle. Le sol, vous imaginez, le MIN, c'est 20 hectares. Donc le carreau, la dalle ne fait pas 20 hectares, heureusement, mais il y a un endroit qui est stratégique et c'était contre-productif. Donc, fallait trouver quand même des arguments au-delà de simplement rouspéter, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est le genre d'éléments factuels qui permettent d'aider à la prise de décision. Et juste pour aller un peu plus loin, je passe rapidement là-dessus, mais tout notre processus, en fait, c'est travailler à l'amélioration continue. Donc on utilise la route des mines qu'on a reparcouru pour avoir quelque chose d'encore de plus pédagogique. Mais je rentre pas là-dedans, mais en tout cas, quand on fait une mission auprès de nos clients, c'est pour de l'amélioration. Et ça se concrétise sur ce type-là de schéma, à savoir, on a donc sur la gauche un constat qui sont des notes, des critères, des items qui sont critiques, mais pas forcément très visibles. Et donc on va les mettre en avant et on va, grâce à des ateliers, donc de présentation, de participation, d'intelligence collective et autres, on va pouvoir identifier des actions et prioriser des actions. Ce qu'on appelle des CPN, c'est comment pourrions-nous traiter tel ou tel sujet. Donc on le fait de façon factuelle lors des ateliers qui durent des fois une journée ou des façons moins formelles où on présente des résultats en 1 heure. Toujours est-il que les plans d'action peuvent faire l'objet d'une hiérarchisation et vont être déclinés en fiches actions. Et c'est ça qui fait que, au-delà de simplement une note, on arrive à des actions concrètes et argumentées. Et donc voilà, c'est la dernière slide pour illustrer concrètement comment est-ce qu'on peut exploiter une information et la transformer en plan d'action en aidant souvent, indépendamment du MIN, souvent on a affaire à du middle management qui n'a pas forcément toutes les ressources pour traiter un sujet. Par contre, mettre en place des actions correctives à des échelles plus modestes, c'est tout à fait envisageable. Alors justement, comment on fait pour transformer ça en plan d'action ? Tu as vu, il y a les tableaux, il y a les fiches, il y a cette fameuse route des mines. Comment tu fais pour dire, OK, voilà un constat, il y a ces fiches, comment on peut faire ? Dis-nous un petit peu, comment on passe de l'étude à une quasi-certitude qu'il y aura des actions qui seront mises en place. Là, typiquement, c'est le métier de passeur, de témoin, en quelque sorte. On a une analyse factuelle et objective d'une situation, quantifiée. C'est ça qui fait la force. C'est-à-dire qu'on arrive à associer du quali et du quanti. Donc, les méthodologies d'enquête, sur la base d'outils comme interview ou feedback aujourd'hui Géoloquent, sur la base de ces enquêtes
quantitative, on est en capacité de mettre en avant des points critiques, comme on l'a vu sur les matrices. Et tout l'enjeu, c'est d'animer des ateliers qui sont des ateliers constructifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de venir de présenter un rapport et d'assommer notre auditoire avec 40 slides. On est en train de dire, au regard de toutes les informations qu'on a collectées, voilà les points critiques qui apparaissent. Et donc, ensemble, on retrouve les manches et c'est pour ça qu'il y a une méthodologie qu'on a formalisée sous les fiches CPN, c'est comment pourrions-nous. Et on n'a pas la prétention d'embarquer tous les sujets. On va les hiérarchiser et on va dire, voilà, et souvent on fait ça avec la direction, c'est-à-dire qu'il y a une matrice entre l'impact, est-ce que l'impact est faible ou fort, et est-ce que c'est faisable rapidement ou ça va être long. Et donc on va aller chercher des choses qui sont à fort impact court, les fameux quick wins, pour montrer notamment aux preneurs qu'il y a des choses qui évoluent. La signalétique, voilà, on peut faire des choses, changer la stratégie de la sécurité. C'est un nouvel appel d'offres, c'est d'aller identifier des sociétés. Donc ça, c'est plus long. Donc on sait que ça aura un fort impact, mais que ça va être plus long. Donc on explique un peu ces aspects-là pour que les gens acceptent les actions qui vont être mises en place à des échelles de temps qui sont différentes. Alors si on vient sur Amaury et Frédéric, là en fait on est en 2024. Quels sont les futurs plans d'action et les évolutions que vous allez mettre en place ? Juste avant de parler sur le plan d'action, je voudrais revenir juste sur ce qui a été dit. L'avantage des plans d'action qui sont proposés et des évolutions qui sont proposées, ça permet également à nous de faire un retour vers nos clients, puisqu'on leur présente en fait leurs résultats. Et ça permet également de canaliser les messages en disant, voilà, j'ai peut-être 1 ou 2 locataires qui râlent très fortement sur un sujet, mais en fait, globalement, c'est peut-être pas le sujet à traiter parce que c'est pas celui-là qui ressort le plus. Et à l'inverse, certains sujets qui passaient sous silence lors des entretiens sont identifiés en étant vraiment un point très important à travailler très rapidement. Et donc, ça a vraiment un avantage sur cette partie-là, aussi bien d'avoir un plan d'action, d'avoir un retour et de le représenter à nos clients, à nos locataires. Voilà ce que vous avez remonté comme information et voilà sur quoi nous, on va pouvoir travailler assez rapidement et également de le faire auprès des collaborateurs, auprès de tous les salariés de la Célimine en tant que gestionnaire, puisque dans les questions que l'on pose, on pose également des questions, mais vos relations avec nous, comment ça se passe avec le service déchets qui est internalisé, comment ça se passe avec nos différents services, et ça permet de leur redescendre ces informations-là. Et on constate par exemple qu'on a certains de nos services qui sont très 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 appréciés par nos locataires et qui pourtant dans leur note globale ils disent ouais mais nous le lien avec vous il n'est pas génial. Et je leur dis mais oui mais le lien de tous les jours c'est le lien terrain avec mes équipes, c'est surtout celui-là qui est important. Donc voilà c'est ces importances-là. Sur la partie pour la suite pour 2024 on a fait un choix de modifier un peu nos enquêtes. Au lieu de passer en enquête client, on passe vraiment en consultation client. C'est un vrai changement. Alors, je laisserai sur la partie maison du client pour expliquer la partie consultation qui va être en place. Moi, je vais parler plutôt de la mienne, où j'ai décidé d'aller voir tous les chefs d'entreprise de tous mes locataires, un par un, en individuel d'ici Noël, pour vraiment avoir un message direct en face à face, et en leur disant, si vous ne voulez pas tout me dire en direct, de directeur à directeur, vous avez aussi une autre possibilité, c'est de passer par la maison du client, qui sera un tiers de confiance également pour pouvoir libérer la parole. Et donc, c'est vraiment ce qu'est en train de faire Christophe, et d'ailleurs, on se croise en ce moment assez régulièrement, où une fois de temps en temps, je passe avant lui, une fois je passe après lui, voir les dirigeants du site, pour faire vraiment un vrai face-à-face avec eux et de prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc, ça, c'est un énorme temps parce qu'il y a 140 locataires. Donc, je prends beaucoup de temps sur cette partie-là. Mais ça permet de recréer un lien et de vraiment leur montrer, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur activité et c'est de masquer, c'est pas masquer, mais c'est de retirer la casquette bailleur, mais plutôt la casquette accompagnateur qu'on peut mettre en place auprès des entreprises. Alors, très rapidement, Christophe, on peut également utiliser cette méthodologie pour l'engagement des collaborateurs, la marque employeur, je crois. Ce n'est pas réservé que de l'enquête client. Oui, alors, j'ai plusieurs choses. Effectivement, je voudrais peut-être rebondir effectivement sur ce que vient de dire Amaury, c'est que
comme je le disais en introduction, on a une situation qui est complexe. C'est pas un schéma classique avec des clients et puis une marque. Et effectivement, fort des expériences et des enquêtes précédentes, on s'est aperçu qu'il y avait une attente d'un entretien face-face avec Amaury et puis un relais tiers de confiance que personnellement je mène en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment d'illustrer la volonté de venir écouter les interlocuteurs pour construire ensemble la solution du futur. Et ça aussi, ça renforce un petit peu la démarche de proximité avec ces locataires. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça me permet de faire le lien avec, effectivement, cette méthodologie. Tout à l'heure, je le faisais en introduction, avec la symétrie des attentions collaborateurs-clients. On sait très bien que dans une entreprise, la satisfaction des collaborateurs est très importante et d'un point de vue direction des ressources humaines, travailler sa marque employeur, c'est devenu un élément clé ces derniers temps. Et donc, le dispositif d'écoute qui ne se limite pas à prendre la température, mais bien d'identifier les éléments d'insatisfaction, le poil à gratter que pourraient exprimer des collaborateurs, permet à une direction RH d'identifier qu'est-ce qui peut freiner la notion de marque employeur positive. Et donc, on procède, on a une méthodologie identique, avec un public et des questions différents, mais surtout, on a cette volonté de mettre les données à plat sur la table en fin d'opération pour que ça soit les acteurs qui décident des actions à mettre en œuvre. Donc voilà, on est dans une approche symétrique et on donne la possibilité aux acteurs de prendre des décisions. Ouais, c'est le même principe. Écoute quantitative avec éloquent, et ensuite éventuellement des entretiens, et détecter cette insatisfaction cachée en libérant la parole. Avec une formalisation adaptée. Ouais, une forme de baromètre également. Alors si maintenant on passe de manière un peu plus terrain, on va encore aller en entonnoir, comment ça marche en fait dans les outils éloquents, la partie gestion de l'insatisfaction cachée, et comment ça se déroule de manière concrète? Je pose la petite question, Marie, et je te propose de mettre une petite illustration sur justement à quoi ça peut ressembler. Oui. Donc, dans notre solution, en fait, on a effectivement un module qui permet de mettre en place des enquêtes de satisfaction pour récolter des verbatims, donc des commentaires clients. Et on a aussi un module d'analyse sémantique, mais qui peut analyser non seulement les résultats des enquêtes, mais aussi, par exemple, tout ce qui est écrit, des emails, des conversations de chat, etc. Donc, une fois qu'on a récolté... c'est par ici. Hop, c'est sur là. Une fois qu'on a récolté les résultats, on va les passer dans notre moteur d'IA sémantique. Et donc ici, on peut voir par exemple un nuage de mots ou des groupes de mots qui ressortent le plus des verbatims, ce qui permet déjà en fait de détecter des insatisfactions cachées, parce que par exemple, on a des clients qui ont vu tout d'un coup le nom d'un produit apparaître dans ce nuage de mots parce que ce produit, depuis sa sortie, il avait provoqué de fortes insatisfactions alors qu'ils ne s'attendaient pas forcément à le trouver dans ce nuage de mots. Donc on a d'une part le nuage de mots, d'autre part l'opinion qui peut être positive ou négative. Et donc, on a établi une grammaire relation client pour analyser sémantiquement toute cette source de verbatim et qui suit en fait les grandes étapes du parcours client. Donc, on a l'étape d'accueil du client, donc la phase de contact, ensuite la transaction, etc. Et ces grammaires, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on les développe aussi complètement sur mesure, puisque la grammaire relation client s'applique très bien aux enquêtes, justement, mais pour tout ce qui est, par exemple, analyse de conversation mail, etc., on est capable de faire, bien sûr, des catégorisations complètement sur mesure. Et ça va surtout permettre de détecter, en fait, tout ce qui est point fort de l'entreprise. Donc, quelquefois, ce dont parlent le plus les clients dans les résultats d'enquête, ils peuvent en parler de façon très positive. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle des points forts. Donc, des points sur lesquels ce n'est pas la peine pour les entreprises de mettre en place des plans d'action. Et puis aussi,
grâce à ça, on peut détecter aussi tout ce qui est signaux faibles. Donc, par exemple, s'il y a de la forte insatisfaction sur une thématique, mais que très peu de clients en parlent pour le moment, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc ici, en fait, on voit notamment la matrice sur laquelle on peut mettre justement le focus sur ces différents chantiers prioritaires, signaux faibles ou les points forts de l'entreprise ou les points à surveiller. Et on peut ensuite faire un focus sur ces différentes, donc sur les irritants ou sur les points d'enchantement, des différentes thématiques dégagées, donc les classifications, pour voir plus précisément qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme plan d'action, parce que bien sûr, l'objectif, c'est de mettre en place des plans d'action pour améliorer la satisfaction des clients. Alors, est-ce que tu aurais des exemples à nous partager ? Oui, donc par exemple, Vinci Autoroute, qui a utilisé notre analyse sémantique pour justement, enfin déjà notre outil de mise en place d'enquête et aussi notre moteur d'analyse sémantique pour analyser justement des emails, des enquêtes post-chat notamment. Ils se sont même des courriers scannés. Et même des courriers scannés. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une plus forte insatisfaction pendant l'été, qui est en fait leur phase de pic d'activité, au moment où en fait ils renforcent leurs équipes avec des intérimaires qui, donc, ils se sont dit que la formation qu'ils faisaient aux intérimaires n'était pas assez poussée puisqu'elle provoquait de l'insatisfaction chez leurs clients. Donc, cette détection de cette insatisfaction a permis de mettre en place des plans d'action, de formation plus poussés. Hyper personnalisés. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et puis, on a aussi, par exemple, une grande marque de luxe qui a fait de l'analyse et des enquêtes dans différents pays. Donc, vraiment, là, on est sur du multilingue. Donc, il faut savoir que, bien sûr, nos outils permettent de traiter déjà des enquêtes dans toutes les langues. Et puis aussi de les analyser. Donc en fait, ce qu'on fait en général quand on a des verbatims qui nous proviennent de différentes langues, c'est qu'on les traduit dans la langue pivot qui est le français pour notre moteur d'analyse sémantique. Et ensuite, par contre, on va donc pouvoir les restituer dans la langue choisie par les managers qui vont accéder à nos résultats. Et donc, grâce à ces résultats, là, en fait, pour ce cas client, ils avaient remarqué qu'ils avaient beaucoup d'avis positifs, mais par contre, ça leur a permis surtout de voir les thématiques dont parlaient le plus quand même les clients et de, du coup, pointer ces thématiques-là. Et notamment aussi, ils ont pu voir que les préoccupations selon les pays ne sont pas les mêmes. Et en France, au Royaume-Uni, les clients ne se focalisent pas forcément sur les mêmes choses. Et notamment, ils ont vu que la notion de générosité, le fait de pouvoir distribuer des échantillons, des petits cadeaux à leurs clients, était un point important dans un des pays. Donc, ils ont mis en place comme plan d'action ce type d'action pour augmenter, on va dire, la satisfaction des clients. Ouais, mais c'est vrai que ça a un réel impact parce que je me souviens qu'on avait discuté avec Julie de Vinci Autoroute et elle nous avait bien dit, voilà, auparavant quand il y avait ces intérimaires qui arrivaient, et en fait il y avait un certain temps avant qu'ils soient détectés comme il y ait des insatisfactions. Grâce au processus d'enquête, d'écoute et d'analyse sémantique, ils étaient capables de dire, bah tiens, tel client, il est pas, enfin tel conseiller n'est pas très bon sur telle thématique, attention à le coacher, et ils allaient passer quasiment au temps réel, c'est-à-dire que à la journée même, ils sont capables de dire, ah tiens, attention, fais ceci, cela. Et ils ont fait aussi un truc qui est assez intéressant et qui est générateur de business, tu l'as dit toi-même, hein, c'est qu'ils passaient en fait les courriers de résiliation des forfaits et des fois en fait les gens disaient bah, je pars en retraite et donc je n'ai plus besoin de mon forfait Ulysse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là ils disaient oui, si on détecte ça, à ce moment-là ce qu'il faut faire c'est que il faut renvoyer le message vers un conseiller et essayer de lui vendre non plus un forfait business mais un forfait particulier. Et donc là, en fait, tout de suite, ça ramène du business et ça justifie l'usage de ces outils qui permettent de détecter cette insatisfaction cachée. Bah, merci pour cette petite présentation sur la détection de l'insatisfaction cachée, que ce soit avec de l'IA ou des entretiens qualitatifs, parce que tu l'as bien dit, hein, l'intérêt de la maison du client, c'est que vous êtes capable de faire les deux. Nous, on fournit l'outil qualitatif et vous, la partie quantitatif et vous, la partie qualitatif. Donc, Chantal, est-ce que tu aurais une petite question à poser pour faire gagner un livre à nos auditeurs ? Bien sûr. Alors, sur cette session, la question va être la suivante. Vous avez vu que nous avions 2 interlocuteurs à distance. Ce sont les interlocuteurs du MIN. La question, elle est simple. Que signifie
les 3 lettres mine, on l'a dit, je crois, plusieurs fois en début de session. Ouais. Donc, je vous laisse répondre en indiquant votre nom de famille avant la réponse, s'il vous plaît. Alors, on laisse nos invités répondre. Et en attendant, est-ce que tu as des questions pour Marie, Christophe, Frédéric et Amaury? Alors, j'ai Sabine qui demande quels sont les avantages ou différences de passer sur des enquêtes par rapport à la mise en place d'échanges avec des clients ambassadeurs pour travailler le produit, les évolutions, car on sait que les enquêtes n'ont pas forcément un taux de réponse important. Alors, club d'utilisateurs ou enquête, grosso modo? Alors, la question est pertinente. Je dirais que les deux sont complémentaires. Parce que déjà, il faut être en capacité d'identifier les ambassadeurs. Donc, c'est pas évident d'identifier des ambassadeurs. Donc, moi, comme ça, spontanément, je dirais, on a besoin de sortir, en quelque sorte, la grosse artillerie pour avoir une base suffisamment large pour recueillir des avis et notamment détecter des ambassadeurs. Et sur la base de ces ambassadeurs détectés, travailler cette fois-ci de façon plus fine pour justement les faire déjà les valoriser en disant voilà, votre avis est important, votre avis compte pour nous et on aimerait vous proposer de rentrer dans un processus un petit peu différenciant et donc c'est aussi une reconnaissance qu'on propose à nos interlocuteurs. Ouais, et puis c'est vrai que c'est pas forcément représentatif. Les ambassadeurs, c'est vraiment des gens qui vous aiment bien. Et, voilà, et toi, tu discutes avec des gens qui ne sont pas toujours contents. Exactement, c'est pour ça que et c'est de la même façon qu'on peut avoir aussi des clients de détracteurs, enfin des clubs de détracteurs, pour essayer justement de comprendre ce qui se passe. Et c'est toujours valorisant. Enfin, il y a quelques années, on utilisait beaucoup l'expression close the loop. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a eu la générosité de revenir vers nous avec une réponse positive ou négative, c'est quelqu'un de très précieux et donc à nous de pouvoir valoriser sa réponse en revenant vers lui en disant il y avait tel ou tel point qu'il fallait corriger, un mauvais accueil, tout ça, voilà, ce point vous l'avez exprimé, on l'a corrigé. Et de la même façon, il y a des clients très positifs, c'est toujours important de revenir vers eux en disant voilà, on a noté que c'était un élément favorable, on aimerait aller plus loin vers vous pour en faire un axe de communication. Et tout à l'heure, on parlait de la marque employeur. Nous, on travaille beaucoup justement avec les RH pour identifier ces 2 points. Marque employeur, c'est traiter les sujets délicats pour les corriger et valoriser les points que les collaborateurs disent comme quoi la marque est vraiment au rendez-vous de ça. Et ça fait des synergies de communication. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question, chère Chantal? Alors, une autre question qui serait peut-être plus à l'intention de Marie, je suppose. Alors, la question concerne la partie insatisfaction cachée. Comment fait-on... Alors, attendez, j'ai du mal à lire. Oui, elle demande en fait si, quand on parle de IA sémantique, c'est de l'IA... on va dire de base, m'écrit-elle, ou de l'IA générative. Et comment ça se traduit dans le produit? D'accord. Alors, notre moteur d'IA sémantique, il a 10 ans et il est plutôt basé sur l'IA traditionnelle pour tout ce qui est analyse sémantique. Ça fait très longtemps, on a vraiment l'expérience chez Locan de le faire. Et là, en fait, bien sûr, on évolue en même temps que le marché vers l'IA générative. Donc, on fait évoluer nos différents outils pour pouvoir, notamment, on a aussi, dans l'analyse sémantique, ça va être surtout au niveau de la restitution, au niveau de la retranscription, on ne l'a pas dit, mais on fait déjà de la retranscription du vocal vers l'écrit. Mais cette analyse sémantique, on va surtout la mettre au service des conseillers, parce qu'on a aussi un outil pour répondre aux conseillers de centre de contact, enfin pour répondre aux clients, excusez-moi. Et donc, pour aider les conseillers, soit déjà du côté du client, faire du self-service le plus possible grâce à l'IA générative, soit à côté conseiller, leur pousser des suggestions de réponses en utilisant l'IA générative et l'IA sémantique justement pour les aider à répondre au plus vite et au mieux à leurs clients. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais une autre question, Chantal? Allez, on a encore un petit peu le temps. Est-ce qu'on peut aussi analyser les enquêtes collaborateurs par la sémantique?
Tout à fait. Oui. Oui, vas-y. On a même établi une grammaire collaborateur, grammaire ressources humaines chez Locan, qui a été appliquée justement, qui est appliquée aux enquêtes collaborateurs, qui ont lieu par exemple les enquêtes de baromètre social, les enquêtes onboarding, offboarding, donc à l'arrivée d'un collaborateur ou à son départ pour connaître l'insatisfaction. Je vais complètement dans ce sens. C'est même, je dirais qu'aujourd'hui, c'est presque même la première exploitation sur les enquêtes de baromètre qualité de vie au travail. De l'autre côté, par exemple, on propose plusieurs questions ouvertes avec un recueil de verbatim très généreux et on est surpris justement de la encore générosité des répondants qui mettent des textes très importants et donc la grammaire vocabulaire ou les datasets qui sont organisés pour exploiter les verbatims de collaborateurs sont aujourd'hui très performants et constituent une aide très forte. Moi je me rappelle au tout début, j'ai commencé il y a 17 ans, les fichiers Excel où on comptait le nombre de mots qui apparaissaient, ça nous paraît effectivement la préhistoire. Aujourd'hui, on restitue très rapidement des analyses quantitatives de verbatim adaptées à la partie RH. Est-ce qu'il y a une autre question, Chantal ? Oui, c'est une question qui concernait plus particulièrement le MIN. Est-ce que l'étude a changé la manière dont est perçu le MIN par ses clients ? Est-ce que cela a changé quelque chose dans vos relations ? Oui, ça a eu des gros impacts au niveau des relations, puisque ça nous a permis de cibler quels étaient vraiment les points d'insatisfaction de nos locataires, et également de cibler les points d'insatisfaction des acheteurs qui venaient auprès des locataires. Et donc oui, ça a vraiment permis d'avoir des actions très concrètes, très visibles sur place, et donc d'améliorer cette visibilité du MIN après déménagement. Donc, c'était vraiment intéressant et on continue vraiment à le faire pour là, les enquêtes qu'on met en place et pourquoi on a changé un peu notre typologie d'enquête. C'est vraiment pour préparer la vision d'ici 2030 du futur MIN, comment il va fonctionner derrière. Donc, c'est qu'on y croit vraiment que ces enquêtes-là, ces consultations-là nous permettent vraiment d'anticiper et de pouvoir améliorer la satisfaction de nos clients. Et en fait, ça a été factuel. Globalement, ça a été factuel par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire ce qu'on a pu identifier quantifié dans le détail par rapport à la logique de la signalétique, du sol, des barrières. Donc, ils ont répondu à ces sujets-là d'une manière insatisfaite et on les a corrigés. On a vu que les résultats se sont améliorés. Donc, ça a été factuel et on a voulu commencer par ces sujets-là qui sont visibles, qui sont réels pour la perception justement de nos clients et clients de nos clients. Demain, on travaille plus sur des sujets. On est en train de travailler, Christophe le sait aussi, sur des sujets par rapport à la logique de l'animation, de l'écoute, de voir un peu comment on peut dynamiser, animer en fait ce MIN donc pour le rendre encore plus attractif et pour compenser un peu cette logique entre la livraison et la vente sur place. Mais oui, ça a été vu de manière factuelle. Ouais. Enfin, un dernier petit point, l'intérêt de ces enquêtes est également sur le côté quali qu'on peut avoir derrière, puisque on demande aussi, s'ils ont des bonnes idées, de les fournir. Et donc, ça nous permet de nous appuyer sur ces idées-là, de pouvoir les expérimenter et les déployer derrière. Donc, ça a vraiment plusieurs intérêts d'avancer et de faire ces enquêtes-là. Merci à tous. Merci pour cette... Le nom de la gagnante de cette session. Alors, il y a eu énormément de réponses, mais beaucoup d'imagination, du marché international de Nantes, de beaucoup de choses, de métropole. Donc, c'est le marché d'intérêt national et c'est Anne-Sophie Koskas qui a gagné le livre. Bravo Anne-Sophie. Bravo Anne-Sophie. Alors, on se retrouve dans 5 minutes. Merci à tous. Merci pour cet atelier. Donc, on a essayé de voir comment traquer l'insatisfaction cachée. Maintenant, on va passer à la relation client de 2025 avec élu service client de l'année et la FRC. Alors, à tout de suite.